bonjour à tous. Il est 8h, le journal. Le scandale Lactalis prend de l'ampleur. Déjà, 35 nourrissons ont été atteints de salmonellose. L'année se termine avec ce nouveau scandale, après la découverte de viande de cheval. Une surconsommation de charcuterie et de viande rouge favoriserait certains cancers. C'est un coup de tonnerre. Une nouvelle vidéo choquante tournée dans un abattoir, diffusée ce matin par une association de défense des animaux. Ce nouveau scandale sanitaire en Europe qui touche les œufs cette fois. En quelques semaines, on est devenus des bourreaux. On est traités quasiment d'assassins tous les jours. On avait ce fantasme de se dire on va toujours produire moins cher. Et sur des produits alimentaires qui sont du vivant, il y a des choses qu'on ne peut pas compresser. Il y a eu trop pris, quoi. On se dit on va perdre notre emploi, on n'a plus de travail. Avant, j'avais honte de mon métier, surtout avec toutes les polémiques qu'il y a. Et maintenant, j'ai appris à aimer mon travail. Ils sont les visages qu'on ne voit jamais. Les rouages d'une machine qui nous inquiète. L'industrie agroalimentaire. Le système, ils le connaissent de l'intérieur. Ils ont vu ses dérives, vécu ses scandales. Depuis, un parfum de soupçon leur colle à la peau. Pour la première fois, ils ont pris le risque de témoigner, d'ouvrir les portes. Parce qu'ils le savent, ils vont devoir changer. Parce que l'époque est en train de basculer. On a tous la conviction qu'on est à la fin d'un cycle, qu'on est à la fin d'un modèle. De gré ou de force, le système va bouger. C'est l'histoire d'une abondance trompeuse. D'un système industriel qui avait réussi à se faire oublier. Comme si la nourriture poussait toute seule dans les rayons. Comme s'il n'y avait pas d'usine et d'ouvriers pour remplir nos assiettes. L'envers du décor, nous commençons à l'entrevoir. C'est un système vorace, programmé pour grossir. Ils sont 500 000 à faire tourner la machine tous les jours. 500 000 employés, rien que pour la France. L'agroalimentaire est devenue la première industrie. C'est aussi l'une des plus dures. C'est pas pressé aujourd'hui. À quelques kilomètres des anciennes mines de Lorraine, cette usine de surgelés fonctionne 24 heures sur 24. Je m'appelle Émilie, j'ai 27 ans. Mon métier, c'est ouvrière de production dans l'agroalimentaire. J'ai arrêté les études au bac vu que j'ai eu mon petit garçon assez jeune. J'ai passé mon permis et je suis venue travailler ici. Le matin, pour venir au travail, je me lève à 4h30 pour commencer à 6h. Je fabrique des lasagnes, des cannelloni, des plats surgelés. Marie, on se met une à côté de l'autre. La chaîne, à partir du moment où elle est réglée, c'est parti, quoi. Il faut plus l'arrêter. Les petits morceaux de carottes sont vraiment petits et carrés. C'est bien, ça rend aimable. Ça donne peur. Je dois mettre une pâte sur la sauce. Pas qu'elle dépasse, pas qu'elle soit de travers ou retournée. Moi, si je suis consommatrice, je mange pas une barquette avec la pâte de travers. Ça change pas le goût, mais bon, les gens, ils achètent, donc il faut quand même penser à eux. Hein. Moi, ça me tient à cœur, parce que je suis là, je me lève tous les matins pour venir travailler. Donc moi, je me dis, autant venir et faire bien les choses. On nourrit quand même les gens, donc c'est pas un travail comme un autre, quoi. 3 Français sur 4 mangent du surgelé. Chaque jour,
160 000 barquettes sortent de ces lignes. De quoi rassasier une ville de la taille de Grenoble. C'est 60 barquettes la minute, ou peut-être 62. Franchement, il y a des jours où j'en ai marre de les voir. Je pense beaucoup à ma famille, qu'est-ce que mes enfants font, qu'est-ce que mon mari fait, à mes animaux quand je vais rentrer, s'ils auront fait des conneries ou pas, s'ils seront dehors. Ah, je m'endors, moi. Moi, je pense que le consommateur, il croit que c'est des machines. Je pense. Parce que moi, avant de venir ici, je pensais que c'était pas des personnes qui faisaient ça à 60 barquettes la minute, c'était pas possible. Et il faut du courage. Déjà, juste pour suivre la cadence. C'est physique, mais on sent pas la... Moi, je sens plus la douleur quand je suis là. Je sens quand je rentre à la maison. Tiens, je me dis, ah, j'ai mal au dos aujourd'hui. Ou ah, j'ai mal à la jambe. Vous pensez que c'est un métier qu'on peut faire toute une vie? Oui, il y en a qui l'ont fait, donc oui, je pense que oui. Il faut s'économiser. Quand les gens me demandent ce que je fais, je commence à leur mentir. Je dis que je suis dans l'agroalimentaire, déjà. Je vois comment réagit la personne. Ensuite, j'entame la conversation par « je suis anesthésiste animalier ». Si je vois que la réaction n'est pas trop mal, je continue et je prolonge jusqu'à dire que je suis ouvrier d'abattoir. Personnellement, je trouve que c'est mieux dit que de dire « je suis tueur d'animaux ». Je comprends les personnes que ça peut choquer, mais pour manger la viande, il faut abattre une bête. Quand je suis arrivé ici, de voir 200 agneaux, 200 cochons, c'est waouh, c'est quand même quelque chose. La vue, l'odeur, de voir des mises à mort. Au début, ça a été dur. Je pensais pas rester, même la journée. Et puis au fur et à mesure, on s'habitue. C'est ici que l'animal devient viande. Et de la viande, il en faut. Pour nos steaks frites, nos cordons bleus, nos saucisses cocktails. Notre appétit dévore 3 millions d'animaux par jour. C'est malheureux à dire, mais j'y pense plus, quoi. Maintenant, je fais abstraction, quoi. Je fais mon job en lui-même et j'oublie le reste, quoi. Je me concentre sur ma tâche et on oublie le côté sacrifice, quoi. Ce qui nous rassure, c'est qu'on se dit qu'on a, grâce à nous, ça va nourrir des personnes. Qu'on va faire manger des gens qui sont incapables, eux, de le faire. C'est le sale boulot que les gens ne veulent pas faire, en gros. Le but, c'est de finir le plus tôt possible parce que c'est usant physiquement et moralement, quoi. C'est quand même... J'en ai vu, moi, beaucoup arriver et même pas tenir une heure et partir de suite. C'est pas évident, on côtoie tous les jours la mort, on donne la mort. Mais bon, on n'a pas le choix, il faut bien travailler, il faut bien payer les factures. Et la boxe, j'ai commencé avant de travailler dans les abattoirs. Et avec mon boulot, ça me permet de pouvoir le continuer en relativisant, quoi. Ça permet de pouvoir se vider, de reformater, on va dire, comme un ordinateur, de reformater le cerveau. Stop! Salut à vous! Moi j'ai 30 ans, j'ai déjà pas mal aux mains la nuit. Des mal au dos aussi surtout. Comme on est en permanence en train de tirer et de le solliciter.
Et je pense pas qu'on me fasse de bons vieux, quoi. Ça me fait peur et j'ai peur de mal vieillir et justement de peu ou pas profiter de ma retraite. Déjà, j'espère y arriver, ça serait bien. Jour après jour, le système accélère la cadence. La machine qui nous nourrit se perfectionne. Hier, chaque paysan avait une dizaine de poules. Benjamin, lui, en a 200 000. Je m'appelle Benjamin, j'ai 32 ans. Je suis éleveur de poules pondeuses. Je produis 60 millions d'œufs environ par an, quasiment un œuf pour chaque Français. D'habitude, ces usines vivantes fonctionnent sans soleil et surtout sans témoins. Benjamin, lui, s'est laissé filmer. Je dois approcher une douzaine de kilomètres à faire quotidiennement pour surveiller tous les animaux. Ça me fait mon sport quotidien. En France, 2 œufs sur 3 proviennent d'un élevage industriel comme celui-ci. Des cages à perte de vue. 50 poules par cage, 50 poules sur 4 mètres carrés. C'est peu, mais c'est légal. Benjamin respecte toutes les normes. La société peut être choquée, heurtée par la dimension des fermes en France, en œuf ou dans d'autres secteurs, mais on est obligé aujourd'hui d'atteindre ces dimensions-là pour faire un œuf premier prix. Les œufs, la protéine numéro 1 en France. La moins chère pour les ménages et la plus utile pour l'industrie. Elle en engloutit des milliers de tonnes pour fabriquer plats cuisinés ou pâtisseries. T'es arrivé à quelle heure? 8h25. Le camion, aujourd'hui, il prend 22 palettes. Il a rappelé hier après-midi pour en rajouter 2. Moi, mon père, quand il s'est installé, il avait 19 000 poules. Et moi, quand je me suis installé 30 ans après, il a fallu que j'en ai 10 fois plus. Ça fait des années que je la bricole, cette machine. Elle a quel âge, la machine? Oh ben, je l'ai eue en 96. Donc tu vois un peu plus de 20 ans. Lorsqu'on s'est installé, nous, en 79, Ouest France a fait une page, enfin un petit morceau de page louant notre mérite. Lorsqu'on a fait un agrandissement dans les années 90, on a eu pareil l'honneur de la presse. André était plutôt admiré par la société. Benjamin et moi, on est plutôt montrés du doigt par la société. Alors qu'au final, on fait le même travail, en plus en ayant amélioré la qualité de vie des animaux par rapport à l'époque. On est bloqué dans ce système. Tout ce qu'on fait est critiqué. Il y a 30% des agriculteurs l'an dernier qui avaient moins de 350 € de revenus par mois. Je ne sais pas si vous imaginez ce que c'est, pour 30% des producteurs. La moyenne, 1 200 € par mois. Pour être responsable jour et nuit et avoir des remboursements pharaoniques, je ne sais pas, mais c'est pas le rêve. Hein. Ça a été ce système-là qui nous a été proposé et rien d'autre. Il fallait absolument répondre pour les distributeurs, pour les partenaires, à ce besoin qu'avait la France en œufs issus de poules élevées en cage. Il y avait bien forcément quelqu'un qui devait endosser ce rôle de produire toute cette nourriture. Le système, il est né sur les ruines de la guerre. La France ne voulait plus avoir faim. L'agriculture se modernise, la nourriture se mécanise. La tâche de l'agriculteur est de nourrir les hommes. Cette tâche, il l'accomplit bien.
La nourriture est à la portée de tous, abondante, variée et saine. Plus qu'un magasin, la grande surface est devenue un lieu de promenade comme les autres. Personne n'entrevoit les limites de ce modèle ultra-productiviste. L'ambition qu'on a posée, c'était produire de plus en plus et de moins en moins cher. Et c'était ça le mantra collectif. Et ça a très bien marché pendant des années. Et aujourd'hui, on se rend compte que ce système-là, il a des effets pervers, des effets collatéraux, on peut l'appeler comme on veut, mais qu'il y a un truc qui bug, parfois des pollutions, de la perte de biodiversité. C'est aussi des problématiques autour des pesticides, c'est des problématiques autour des perturbateurs endocriniens. Et quelque part, je pense que collectivement, on s'est un peu aveuglé, en fait. Le système est allé trop loin, dans l'avidité, dans la complexité. Il a mis sous tension ses salariés et ses produits. Et ce qui devait arriver, arriva. Sur sa chaîne, Émilie n'a pas vu venir le scandale. C'était en 2013. Le bœuf qui lui passe entre les mains est en réalité du cheval. L'affaire des lasagnes fait la une. L'entreprise d'Émilie plaide la bonne foi et affirme que c'est son fournisseur Spanghero qui l'a trompée. Mais du jour au lendemain, l'usine est boycottée. La première semaine, on a continué à tourner normalement, parce qu'on avait des commandes quand même, à terminer. Et puis petit à petit, les lignes se sont arrêtées une après l'autre. On était même au chômage technique pendant des semaines et des semaines entières. J'ai pensé, je vais perdre mon travail, je viens d'acheter ma maison. Comment qu'on va faire, quoi? Les filles, vous pouvez aller en pause. Merci Malika. Merci Malika. On est quel jour? Pourquoi tu sais plus quel jour on est? C'est Marie qui me dit les jours. Marie, elle me dit les jours, elle me dit on est de quoi la semaine d'après? Ah oui, elle sait tout, elle, c'est vrai. Vous pouvez différencier le porc du bœuf, mais le cheval du bœuf, non. Puis même au goût. Nous, on goûte toutes les heures. Ouais. On n'a jamais rien goûté de bizarre. Hein? Non. Franchement, ça changeait rien. On n'a jamais eu de tilt. Je trouvais que les barquettes, elles étaient bonnes. Même très bonnes. Ouais. C'est ça le pire de tout. Ça a été vraiment un choc. On était perdus. Hein. Moi, j'étais perdue. Hein. Les personnes se sont senties trahies avec cette histoire. C'est normal. Quand on nous l'a dit à la réunion, je me suis mise à pleurer. J'ai pleuré parce que j'avais peur que l'usine ferme et j'avais peur pour moi, pour mes collègues, pour notre travail. On a failli perdre l'usine, hein? C'est bien simple. Hein? Moi, personnellement, pour moi, ça a été exagéré. Moi, j'aurais été consommatrice, à leur place, quoi. J'aurais mangé quelque chose qui n'était pas marqué sur la barquette. Oui, j'aurais été déçue, c'est normal. Je les comprends. Ça peut arriver. Oui, mais bon. En fait, quand le scandale de la viande de cheval est arrivé, nous, on a eu plein de questions au service consommateur qui nous demandaient si on était concernés. Mais c'est pas ça qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est que la deuxième question, c'était « Qu'est-ce que vous mettez dans votre surimi ?» La troisième de ces questions, c'est « Comment vous fabriquez votre jambon ?» En fait, ce scandale-là, ça a peut-être été... c'était pas un scandale sanitaire, mais c'était le scandale de trop sur la confiance. C'était une façon de prendre en pleine figure que on pouvait affirmer quelque chose et faire le contraire. David travaille pour le leader français du jambon. Sa marque aussi a souffert. Certains consommateurs n'ont pas digéré. On se fait interpeller en permanence, en fait, par des gens qui sont convaincus qu'on ne fait pas assez, qu'on ne va pas assez vite, qu'on n'achète pas assez de produits en France, qu'on ne traite pas suffisamment bien les animaux. Bonjour Régis. Bonjour David, ça va bien? Pas facile de vendre dans un tel climat.
Pour regagner la confiance, il faut affronter les critiques et répondre à tous les courriers. Là, il y a une dame notamment qui a vu le reportage à la télé hier soir et sur les nitrites. Et c'est vraiment très émotionnel. Elle dit donc quand vous dites sur votre site que vos produits sont sans danger, c'est faux. Vous pensez qu'à l'argent, vous voulez absolument nous empoisonner. Je vous conseille d'arrêter de vous foutre de nous, consommateurs. Elle est très violente. Hein. Là, c'est un monsieur qui nous dit « J'aimerais savoir si vos porcs sont élevés en plein air et sinon pourquoi ?» J'ai vu qu'il y a quelqu'un qui se plaint des pizzas, là. Mais comment tu lui réponds, puisqu'on n'en fabrique pas des pizzas? Bah là, on lui dit aussi simplement que tu viens de le dire. On lui dit qu'on ne fait pas de pizza. Celui-là, il dit « Pour obtenir votre tranche de jambon, vous avez financé la déportation, la séquestration, la mutilation, le viol d'êtres vivants. » Là, ça devient compliqué, mais on va lui répondre quand même. L'information qui était jusqu'alors l'apanage des marques, hein, et c'était les marques qui distillaient l'information, et souvent à leur avantage, il faut le reconnaître, parce que c'est une approche marketing, et ben, cette information, elle est devenue disponible grâce à Internet, grâce aux réseaux sociaux. Moi, je suis impressionné de voir, par exemple, des consommateurs qui aujourd'hui ont l'information, alors parfois elle est fausse, c'est le problème, parfois elle est fausse, mais en tous les cas, qui peuvent vérifier et qui peuvent maintenant traiter d'égal à égal. C'est une défiance qui inquiète l'ensemble des acteurs de la filière, parce qu'on se dit que à horizon 20 ans, si on ne change rien, on ne sera plus là. Le système a un talon d'Achille qui pourrait précipiter sa chute, les animaux. On les traite comme une matière première, utile en charcuterie comme en confiserie. Mais aujourd'hui, le consommateur supporte mal leur souffrance. Que se passe-t-il derrière les murs des abattoirs français? Une nouvelle vidéo accablante a été réalisée et diffusée. C'est un abattoir qui revendique par ailleurs la certification bio. L'opinion a basculé avec ces images. Depuis 2015, l'association L214 filme des abattoirs en caméra cachée. On y voit des ouvriers soumettre les animaux à une agonie longue et violente. L'abattoir de Romain n'a pas été épinglé, mais ces vidéos ont marqué les esprits. Et moi, le premier, j'ai été choqué. Quand j'ai vu ces images, pour moi, ça ne devrait pas exister. Parce qu'une personne qui fait ça, c'est une personne qui n'aime pas son travail. Et quand j'ai vu ces images, j'ai dit, qu'est-ce qu'on va penser de moi? Et puis, j'ai un fils. Là, il est petit, il a 3 ans, mais quand il va rentrer au collège, quand on écrit profession des parents, j'ai pas envie qu'il soit la risée ou de la classe ou qu'on se fiche de lui parce que son papa travaille dans un abattoir ou qu'il passe pour un bourreau, pour un fou, un inculte. C'est ça principalement à quoi j'ai pensé, à mon image aussi. Allez petit, on y va. Là. Allez. 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 Quand je l'accompagne dans le fameux couloir de la mort, comme on dit, juste avant le piège, si je vois qu'elle est brave, qu'elle me sent un petit peu, voilà, ça me coûte quoi d'y faire une petite caresse. Bon, je ne fais pas un bisou non plus, mais c'est ma seule façon, de toute façon, de lui montrer mon respect. Après, je pense aussi que le système n'a pas aidé au niveau des cadences trop élevées, n'ont pas aidé, et le rendement. C'est ça qui a dû inciter les gens à devenir un peu des bourreaux, à vouloir avancer toujours plus vite, sans penser qu'à la base, il y a la bête, l'animal. Merci. Merci. Moi, j'ai vu des images, c'est vrai que y a certaines images qui sont choquantes. Il y a certaines images qui sont choquantes.
Que les mecs, que les gars qui fassent ça soient passés au tribunal, l'abattoir fermé et compagnie, ça peut se comprendre. Mais après, c'est pas parce qu'il y a des images que c'est partout. Tel que c'était montré, c'était pas bien. Bon, mais l'image ne reflète pas toujours complètement la réalité de ce qui se passe. Hein. Et ça peut être travesti. Hein. Et c'est ce que, justement, en discutant entre nous, on s'est rendu compte que certaines choses étaient... Enfin, en tout, enfin, des choses étaient à revoir... Enfin, je ne sais pas ce que tu veux dire par à revoir, mais... Ouais, voilà. Disons qu'il y a... Améliorer. Oui, il y avait des choses à améliorer chez nous, ça n'est pas le contraire. On avait peut-être été négligents sur certaines choses. Mais par contre, c'était présenté d'une manière complètement tendancieuse, quoi. Hein. Leur but, c'est que tout le monde devienne vegan. Maintenant, il faudrait leur expliquer aux lions d'aller bouffer du manioc au lieu de tuer l'antilope. Ça m'étonnerait quand même que le lion, il anesthésie quand même l'antilope avant de la dézinguer. Bon, après, chacun fait comme il veut. Hein. S'il y en a qui ont choisi de ne pas manger de viande, ou... ils font ce qu'ils veulent, quoi. Tous autant qu'on est, on a tous des animaux à la maison. On les aime, les animaux, hein, mais on n'est pas des barbares non plus. Hein. Après, le steak haché, voilà, il faut savoir que le steak haché, mais à un moment donné, il gambadait dans un pré. Oui, certes, mais maintenant, peut-être manger moins de viande, mais manger aussi de meilleure qualité. C'est à la mode aujourd'hui. Bon, maintenant, pareil, dans 3-4 ans, tout le monde s'en remettra à la viande. C'est peut-être que de passage. On verra bien. Pour le moment, on est encore nombreux à en manger. Et on va pas s'arrêter. Tous les consommateurs aujourd'hui s'interrogent sur leur consommation alimentaire en général, et en particulier sur leur consommation de viande. Aujourd'hui, 60% de nos ventes, c'est de la charcuterie. Et on s'est dit que peut-être à 20 ans, ce sera 40%, voire 20%, voire peut-être 0%. Mais c'est pas grave. Ce qui compte, c'est qu'on puisse être là pour apporter les solutions qui correspondent aux enjeux du moment, aux attentes des consommateurs, et qui nous permettent tous collectivement de survivre. Quand on surveille nos animaux, quand on déambule dans nos couloirs, on peut avoir le tournis des fois et c'est parfois troublant. Juste avant 6 h tous les matins du lundi au vendredi, notre environnement, et figurez-vous que les Français sont soucieux du bien-être des poules. Oui, alors après Carrefour, Monoprix, Système U, c'est maintenant Intermarché qui a décidé de supprimer de ses rayons les œufs provenant d'élevages en cage. La grande distribution a dit stop. Les œufs de Benjamin disparaîtront des rayons en 2020. L'éleveur va perdre son principal débouché, alors qu'il a un emprunt de 2,5 millions d'euros à rembourser. Si demain tout s'arrête, le système ne tient plus. Tout va s'écrouler, quoi. L'équilibre financier ne sera plus possible. On ne peut pas imaginer que des gens aient sérieusement pris ces positions-là sans en mesurer les conséquences. Tiens, je t'emmène les documents. Du coup, je suis allée voir le comptable. Et du coup, tu as des petits papiers à signer. Hop. Ça, c'est le récapitulatif des emprunts. Ouais, tout ça. Ouais. Ça, c'est ce qui nous reste à amortir sur l'élevage. Et donc, on a vendu la production jusqu'ici. Ouais. Et au-delà de cette date... On ne sera plus son contrat. C'est tellement brutal qu'on en est même incrédule, quoi. Tu peux pas croire à ce qui se passe, quoi. Début 2020, il nous restera quasiment 1 million d'euros à rembourser à la banque.
Donc 1 million d'euros, c'est pas possible de gérer les dettes à endosser sur la tête d'une seule famille. Alors on s'est dit vendre maintenant, il faut trouver un acheteur. Il faut trouver un acheteur. L'acheteur, on ne va pas le trouver. Même en vendant la maison, l'élevage il vaut 0. C'est tellement brutal et c'est tellement irresponsable comme décision que moi j'en suis souvent à me dire et à penser que j'espère que tous les éleveurs qui sont dans notre cas en sortiront vivants. On a engagé nos proches dedans. Et on se dit que non seulement nous, on va plonger, mais on va faire plonger aussi les gens qu'on aime. Et ça, c'est vrai que c'est le plus dur. C'est le plus dur à supporter, quoi. Je ne suis pas arc-bouté sur mes positions. Je veux bien entendre qu'il faille évoluer et qu'il faille peut-être même arrêter complètement. Le secteur va forcément bouger. Va forcément répondre à la demande, va forcément mettre les poules dehors. Mais par contre, ouais, on a oublié de respecter l'humain et de penser aux éleveurs. En France, il y a plus de 30 millions de poules en cage. Pour satisfaire la grande distribution, il faudrait les mettre dehors. Pas si simple. Avec sa coopérative, Benjamin a tourné le problème dans tous les sens. L'exploitation, elle s'arrête juste derrière le bâtiment 4, celui qui est là-bas. Donc combien tu aurais de surface possible à côté du... Moi, aujourd'hui, sur la ferme, j'ai simplement les 3 hectares sur lesquels sont posés les bâtiments. Donc pratiquement, j'ai même pas 1 hectare de disponible. Si on imaginait sortir toutes les poules, il faudrait au moins 100 hectares. C'est pas la peine. Et là, les terres qui sont ici, elles sont à qui? Les terres qui sont ici à un voisin, mais elles sont pas disponibles à la vente, quoi. C'est quelque chose dont on a discuté, mais qui n'est pas envisageable. Pour Benjamin, l'équation est impossible. À moins que la grande distribution ne revienne sur le calendrier annoncé, il ne pourra ni évoluer, ni rembourser. Si je suis en colère, c'est envers l'absence de position de tous les intervenants du secteur, quoi. Le distributeur a une position qui est un peu cynique et qui est malsaine parce qu'ils savent parfaitement ce que ça induit leur décision. Et le politique est complètement absent, le politique n'intervient pas. Quelque part, il ne fait pas son boulot. Le vieux système ne disparaîtra pas sans faire de victimes. Chacun cherche à s'adapter. Et la bataille est féroce. Elle se joue déjà dans nos supermarchés. Hop. Quand je suis dans des rayons comme ça, je suis comme un fou. J'adore regarder les derniers produits, les innovations, les astuces marketing qui sont utilisées ou pas. Voilà, ma femme, généralement, me reproche d'y passer beaucoup de temps. Nouveau goût, nouveau format, nouveau logo. Comment reconnaître les bonnes volontés parmi les fausses promesses? Comment ne pas se perdre dans les rayons? C'est une jungle avec des milliers de références. Le jambon, par exemple. Ultra rentable, ultra concurrentiel. Je pense qu'on est arrivé à une étape où il y a aujourd'hui un peu trop de choix. Il faut rationaliser cette offre-là et montrer beaucoup plus clairement les différences qu'il y a entre les produits. Ça, c'est un des derniers produits qu'on a lancé. C'est un jambon sans antibiotiques, issu d'animaux nourris sans OGM. Là, on raconte quelque chose qui n'est pas très facile, en fait, parce que quand on a lancé ce produit, on a eu beaucoup de questions à la fois en interne et de la part des consommateurs qui nous ont dit si celui-là il est sans antibiotiques et sans OGM, ça veut dire que les autres en ont. Et pour nous, c'était un vrai dilemme parce que ça voulait dire qu'on pouvait faire prendre le risque à une grande partie de notre offre. Mais on a fait quand même le choix de le faire parce qu'on s'est dit, si on veut faire évoluer les choses, la seule façon de montrer aux gens qu'il y a une différence, c'est de la mettre sur la table.
Avec un caddie, nous avons tous nos contradictions. David aussi. L'industriel est également consommateur. Et bien qu'il fasse partie du système, il s'en méfie. Voilà, alors ça, j'achète ça. Donc après, ce que je fais, c'est que je regarde la liste des ingrédients. Il y a du E351, du E452, du E471, du E222. Moi, quand je fais un croque-monsieur, je mets pas des E comme ça, en fait. Donc ça me... En fait, il y a des E partout dans ce truc. Je suis aussi... pas victime, mais j'ai pas été assez attentif, en fait. En fait, ça me perturbe beaucoup, là, parce que celui-là, je le fais manger à mes enfants. Donc je me dis que j'ai pas bien fait mon travail, là. Mais ça veut dire que dans votre marque, il n'y a pas de E du tout? Il n'y a pas d'additif, il n'y a pas de conservateur? Ben, nous, ça fait 30 ans qu'on travaille sur ce sujet-là. Il y a un additif qui reste problématique dans nos produits, c'est sur le jambon, c'est le E250, qui est le nitrite de sodium. Mais dans le reste, on a réussi à les enlever partout, quoi. Il n'y a aucun E dans celui-là, par exemple. Et celui-là, c'est celui de la marque distributeur. Il y a des paradoxes plein nos rayons. Même un professionnel comme David peut s'y perdre. Le plus cher n'est pas toujours le meilleur, et ce qui devrait nous nourrir, parfois nous détruit. Alors là, par exemple, je choisis celui-là, parce que il y a 2 mois, je crois que c'était Que Choisir, j'ai lu un test comparatif, et dans le produit que j'achetais, j'ai vu qu'il y avait des traces de pesticides. Il était hyper bon, ce produit, mais moi, manger des pesticides en même temps que les céréales, ça va pas. Et dans les produits bio qui étaient dans le test, il n'y avait pas de pesticides. Donc j'ai changé de marque, en fait. Il faut en permanence réadapter son jugement. Et il y a des choses qu'on sait aujourd'hui qu'on ne savait pas il y a 10 ans. Il y a des choses qu'on saura demain qu'on ne sait pas aujourd'hui. Et le seul truc qu'on peut reprocher aux industriels, c'est s'ils savent quelque chose et qu'ils ne font pas changer leur offre, là, il y a quelque chose qui ne va pas. Nous voulons tous que l'agriculture s'améliore, que l'industrie change. Mais nous oublions que le système, c'est nous. Il est la somme de nos habitudes. Il est le miroir de nos contradictions. Et il ne changera pas si nous ne bougeons pas nous-mêmes. L'usine d'Émilie a survécu au scandale des lasagnes. L'entreprise a changé de nom, renforcé ses contrôles et regagné ses clients. Mais pour plaire, il faut toujours inventer de nouvelles recettes, faire plus naturel, sans nuire au goût. C'est un peu la quadrature de l'assiette. Si on prend une lasagne chèvre, notre lasagne chèvre est faite avec du fromage de chèvre. Fromage de chèvre affiné. Avec des chèvres qui ne mangent pas la même chose tout au long de l'année. On va avoir des réclamations aujourd'hui en nous disant votre lasagne chèvre a plus le goût de chèvre qu'hier. Qu'est-ce qu'on doit faire, industriel? Ou on est convaincu qu'une lasagne chèvre avec du fromage de chèvre, venant de chèvre, peut varier en fonction des saisons. Ou alors, on se dirige vers un fromage de chèvre qui est standardisé, qui est moins naturel, mais par contre qui sera toujours régulier. On pourrait rapidement basculer pour répondre à une demande consommateur. Le consommateur, aujourd'hui, ça ne veut pas dire qu'il doit se taire, mais il se plaint tout le temps. Le chèvre est trop chèvre, le chèvre n'est pas assez chèvre. La tomate est trop tomate, la tomate n'est pas assez tomate. Et à un moment donné, nous, on ne sait pas répondre à ça. Donc sinon, on est exactement sur le même produit qu'hier. C'est le taux de sel qui a été adapté. Sur la première version, on est à 1%. Et là, on est descendu à 0,8. D'accord. Il faut jongler entre ce qu'on a envie de faire, ce qu'on voudrait faire et les exigences de nos clients. Et évidemment, on a toujours quand même un peu cette contrainte prix qui fait qu'on est obligé de jongler avec les matières et les pourcentages incorporés dans les recettes. Si on prend une lasagne bolognaise que tout le monde connaît, nous, on fabrique notre pâte fraîche. Nous, industriels, c'est pas un gros mot, on fabrique notre pâte fraîche. On achète de la tomate, on achète de la viande qu'on va hacher, on achète de l'emmental,
on va faire une lasagne. Nous, on vend un produit comme celui-là moins cher que le prix de votre baguette ou de votre petit café noir du matin. Il est nécessaire que le consommateur ait une prise de conscience, c'est-à-dire si à un moment donné je veux manger mieux, je dois accepter de payer quelques centimes plus cher mon produit. Manger mieux, vaste programme. Mais qui doit faire l'effort? Le consommateur, en payant plus cher? Ou l'industriel, en baissant ses marges? Ça fait du bien. Oh putain. Pour les petits salaires, les bons produits sont hors de prix. Tous les prix explosent. De tout, en tout. Les téléphones, 1000 €. Paquet de pâtes, maintenant, c'est presque 1 €. Donc, ça devient cher. Donc, oui, les gens, ils se rabaissent. Ils essayent de prendre le moins cher, ce qui est tout à fait normal. Parce que moi, je fais ça. Donc, moi, je fais pas trop attention. Je mange pour manger. Et ce qu'il y a. Je me prends pas trop la tête. Manger mieux, ça ne coûte pas forcément plus cher. Ça s'apprend. Le beau-père d'Émilie fait son jardin. Il a la main verte et arrive presque à se passer des supermarchés. Mais il a du mal à sensibiliser la jeune femme. Et ça, c'est quoi le truc rond là? Alors, ça c'est une courgette. Ça, c'est une courgette. Oh, c'est une courgette alors. Moi, perso, j'aime pas trop faire à manger. Après, je fais des hamburgers au micro-ondes, ça va vite. Hein. Ou les pizzas au four. Ceux qui sont secs, tu les rapasses pas. Tu vois, comme ceux-là, ils sont secs. Il y a rien, ah, ils sont secs? Bah, je crois que je t'ai mis que des secs. Ah non, il faut mettre des jeunes. Et ceux-là? Oui, ceux-là, ils sont... Je sais pas. Ce qu'on fait nous-mêmes, on sait ce qu'on a. On sait ce qu'on fait. On sait d'où ça vient. Tandis que ce qui est dans le marché, on ne sait pas. On n'a pas vu. Un potager, des animaux, ce serait peut-être la solution. Mais tout le monde ne va pas s'improviser paysan demain. Quand on dit industrie agroalimentaire, les gens pensent élevage industriel. Et c'est pas rassurant. Pourtant, c'est une publicité d'un genre nouveau. Pour une fois, le numéro 1 du jambon ne montre pas ses produits, mais ses éleveurs. Avec une proposition choc. Maintenant, si vous avez toujours des doutes, venez vérifier par vous-même. On vous attend. Bonjour, bonjour. Ouvrir ses usines et ses élevages. Bonjour. Bienvenue. Merci. Le groupe de David a été le premier à oser. Ce matin, il accueille une quinzaine de consommateurs. Merci beaucoup d'être avec nous. On est vraiment ravis de vous accueillir. Il y a énormément de questions qui se posent sur l'alimentation. On s'est dit finalement que la meilleure façon, c'était d'abord de se parler. Et puis surtout, de ne pas essayer de vous raconter une belle histoire, mais de vous montrer les choses telles qu'elles sont. Je pense que certains d'entre vous pensent peut-être qu'ils vont voir l'aile ou la cuisse. J'espère qu'à l'issue de cette visite, on pourra reparler du sujet ensemble et que vous aurez un autre regard. C'est vous enlevez vos chaussures et puis ensuite vous mettrez la combinaison. J'ai beaucoup d'a priori, je ne consomme plus de jambon depuis des années, donc intéressé par savoir si la démarche visuelle de publicité correspond bien à la réalité, me confronter à la réalité. C'est quelque chose de très inédit de faire venir les consommateurs dans les usines parce que pendant des années, on s'est dit « faites-nous confiance » et achetez nos produits. On s'est retrouvé un peu, finalement, pris à notre propre jeu en montrant des images qui étaient magnifiques, hyper léchées, des belles laitières ou des artisans d'un autre monde. En fait, quand on a collectivement vendu Martine à la ferme, montrer ce qu'on fait depuis 20 ans, c'est compliqué. Allez-y, allez-y. Ce sont les salles de maternité. Donc avec des lampes chauffantes. La truie est bloquée dans sa salle. C'est pour gérer justement les écrasements et pour permettre un bon allaitement, quoi. Voilà. Là, au bout de 3 ans, elles partent à l'abattoir? Elles partent à l'abattoir, oui. On les a invités à venir vérifier. Mais en fait, ils découvrent.
Une vie à manger du jambon. Et pourtant, certains n'avaient jamais vu de cochon en chair et en os. Malgré qu'on comprenne qu'elles soient cloisonnées pour pas blesser les petits, je me dis punaise, c'est quand même des bêtes qui vont rester statiques plusieurs jours, plusieurs semaines. Et ça m'interpelle un peu quand même. Ici, elles sont dans un environnement plus agréable pour elles parce qu'elles vont avoir la possibilité de se déplacer plus, quoi. Elles vont jamais dehors. Elles vont jamais dehors. Alors pourquoi elles vont jamais dehors? C'est toujours la même chose. C'est pour gérer au maximum le sanitaire. On va passer à la suite. Hier, on tuait le cochon dans les fermes. Aujourd'hui, cette usine XXL fournit toute la France. On fabrique 100 000 jambons. 100 000 jambons, 50 000 cochons par semaine. Ah ouais. C'est gigantesque en fait. Quand on voit le nombre d'animaux que ça représente derrière, toute la filière qu'il faut pour arriver à fournir l'usine, c'est énorme. Vertige devant la taille du système, mais aussi devant ces gestes simples, aujourd'hui oubliés. Là, on va vous montrer comment on désosse un jambon. Et l'opération de désossage va consister à enlever en fait tout ce qu'on ne veut pas retrouver dans le produit final. Notamment le gras. Le consommateur il veut un produit qui soit le plus maigre possible. Les consommateurs avaient voulu la transparence. Les voici à la fois désenchantés et rassurés. Derrière leur tranche de jambon, une machine efficace et une hygiène draconienne. Mais ce qu'ils ont vu n'est qu'un maillon du système. Des doutes, on en aura toujours, sachant que c'est une expérience ponctuelle et que c'est pas représentatif de la globalité, en fait. Ça ne nous dit pas que maintenant, au supermarché, on ne trouvera que des produits qui tendent vers là. On sent bien qu'il y a encore énormément de démarches à faire et qu'on en est au début de quelque chose. Les gens sont sortis de là en nous disant j'ai compris des choses. Je ne vous fais pas 100% confiance pour autant, parce que j'imagine que vous avez encore plein de choses à faire et j'espère que vous allez les faire. Mais ça veut dire qu'on est en train de au moins réussir une chose, c'est de réussir à renouer le dialogue. C'est un premier pas, mais la route est longue. Et la communication ne suffira pas. Le système doit faire sa révolution. Pour nous convaincre, l'industrie mise sur le bio. Du naturel, en quantité industrielle. On a 300 petites maisons pour les cochons. Il y a un abri et un terrain pour chaque truie. Donc au total, on a 50 km de clôture. Le Danemark est le royaume du cochon bio. C'est ici que le leader du jambon vient se fournir. Pour les quantités, la France n'arrive pas à suivre. Il y a encore trop peu d'éleveurs convertis. C'est ce qu'on aimerait voir partout, en fait. Ça ressemble plus à ce que mon fils y voit dans son livre de Martine à la ferme que ce qu'on voit dans les élevages qu'on a développés collectivement depuis 50 ans. En fait, on se dit que si on peut contribuer à développer plutôt des modèles de ce type-là que des modèles en bâtiment, même si ils peuvent être extrêmement efficaces, il y a aussi un sens qui est donné à notre métier. On se dit qu'on sert aussi à favoriser les bonnes pratiques, en fait. Je pense que le consommateur souhaite améliorer son alimentation, il se préoccupe des conditions d'élevage, du bien-être animal, de ce que l'animal a à manger, de la manière dont les produits ont été transformés. Et là, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Ça va coûter plus cher. Donc il y aura des arbitrages à faire au niveau du consommateur, peut-être manger
De la viande un peu moins souvent, mais de meilleure qualité. Oh, ok. Ouais, superbe. Mais superbe, hein? Super. Moi, je veux immortaliser ce moment. Ouais, superbe. Il est beau, hein? Vraiment très beau. Hein? Je pense que ce serait très dangereux si l'industrie dit « on a changé, croyez-nous sur parole ». Il ne faut pas la croire sur parole. Il faut la mettre à l'épreuve et il faut qu'elle soit en capacité de démontrer ce qu'elle fait, que c'est sincère, qu'il y a un vrai mouvement. En même temps, si l'industrie, elle bouge, est-ce que c'est pas la plus belle des victoires collectives? On peut pas se dire qu'il y a un problème et quand l'industrie bouge, se dire que c'est n'importe quoi. Ce système a, on peut pas le nier, connu des dérives. On a vu des images, on a connu des scandales, des contaminations. Et peut-être on va abandonner ce système, mais est-ce que demain les autres systèmes vont nous garantir de ne plus avoir de scandales, de ne plus avoir de maltraitance, de ne plus avoir de contamination? Il n'y a rien qui est moins sûr que ça. Je mange, tu manges, nous mangerons. 3 fois par jour, la question revient et reviendra. Demain, les scandales ne vont pas disparaître par magie. Mais on peut espérer manger mieux. C'est notre intérêt à tous, industriels, commerçants, consommateurs. Dans l'assiette, c'est notre société qui se décide.